Le 11 février 2024, la Côte d'Ivoire soulève la Coupe d'Afrique des Nations sous les acclamations du monde entier. Une image triomphale. Mais un homme manque à l'appel, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur qui avait conduit cette équipe quelques jours plus tôt seulement. Limogé en plat tournoi, il a regardé la victoire depuis l'ombre. Comment un sélectionneur expérimenté a-t-il pu être écarté aussi brutalement? Pourquoi l'équipe a-t-elle gagné seulement après son départ? Derrière cette exclusion se cache une carrière faite de silence, de tension et de décisions contestées. Voici l'histoire méconnue d'un homme de l'ombre dont l'obsession du contrôle a fini par tout lui coûter. Jean-Louis Gasset voit le jour le 11 décembre 1953 à Montpellier, dans le sud de la France. Dès l'enfance, il est plongé dans le monde du ballon rond. Son père, Bernard Gasset, entraîneur local respecté, lui transmet très tôt une passion ardente pour le football, mais aussi une vision rigide de la discipline. Chez les Gasset, on ne négocie ni les horaires ni les efforts. Cette éducation stricte façonne un garçon sérieux, réservé, à la limite de l'austérité. Enfant du peuple, Jean-Louis n'a jamais connu l'opulence. Il grandit dans un quartier modeste, entre les terrains vagues et les cris d'entraînement. Peu porté sur les études, il mise tout sur le sport. Pourtant, sur les pelouses, il n'est pas le plus rapide, ni le plus technique. Son atout, c'est la lecture du jeu. Il devient rapidement un milieu défensif, propre, discret, mais toujours à sa place. À 18 ans, il rejoint les rangs du Montpellier Payade Sport Club, qui deviendra plus tard le Montpellier Hérault. Il y joue de 1975 à 1985, une décennie entière sans jamais briller vraiment. Aucun titre majeur, pas de sélection nationale, mais une présence régulière. Ce sont surtout ses qualités humaines, travail, fiabilité, sens du collectif qui le rendent indispensable aux entraîneurs. Ironie du sort, ce joueur sans éclat commence déjà à s'imposer comme un futur coach. Mais un événement va faire basculer sa trajectoire. En 1985, alors qu'il approche la fin de sa carrière de joueur, Montpellier connaît des bouleversements internes. L'entraîneur est limogé. Le club, en crise, cherche un homme capable de remettre de l'ordre. Jean-Louis Gasset, encore sur le terrain, se voit proposer un rôle hybride, joueur adjoint puis entraîneur principal. Il accepte sans hésiter. À seulement 32 ans, il passe de coéquipier à supérieur hiérarchique. Ce moment marque le véritable tournant de sa vie. Ce n'est plus le sportif qui compte, mais l'homme de l'ombre, celui qui pense, organise, dirige. Pour la première fois, Jean-Louis Gasset comprend qu'il est plus à l'aise sur le banc que sur la pelouse. Il découvre une vérité personnelle. Il préfère contrôler le jeu plutôt que le subir. Mais une question surgit. Cette soif de contrôle, ancrée depuis l'enfance, serait-elle une force ou le début d'un piège invisible? Après ses débuts à Montpellier, Jean-Louis Gasset ne tarde pas à se faire un nom sur les bancs de touche. Ce n'est pas un stratège révolutionnaire, ni un meneur charismatique, mais il est réputé pour sa rigueur, sa connaissance du vestiaire et sa fidélité. Cette fidélité va l'amener à travailler pendant de longues années dans l'ombre d'un homme, Laurent Blanc. Entre 2007 et 2016, le duo Blanc-Gasset devient indissociable. Ensemble, ils remportent la Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux 2009, puis enchaînent avec l'équipe de France 2010-2012 et le Paris Saint-Germain 2013-2016, où ils glanent 3 titres de champion, 2 Coupes de France et 3 Coupes de la Ligue. Dans cette période faste, Jean-Louis Gasset apparaît comme le parfait second, discret, loyal, toujours en retrait mais essentiel. Les joueurs parlent de lui comme d'un sage, d'un stabilisateur. Son aura dans les vestiaires est réelle. Pourtant, une tension sourde se développe. À force de rester dans l'ombre, Gasset finit par désirer la lumière. Il veut être reconnu non plus comme un adjoint, mais comme un leader. À partir de 2017, il décide donc de voler de ses propres ailes. Il prend la tête de l'AS Saint-Étienne, club mythique en pleine reconstruction. Sous sa houlette, les Verts retrouvent un souffle. En 2019, il les conduit à une qualification européenne, une première depuis longtemps. Les supporters l'adorent. Mais dans les couloirs du club, le ton change.
On lui reproche un style de jeu dépassé, une gestion autoritaire et des tensions émergent avec plusieurs joueurs clés. Wabi Kazri, star de l'équipe, se plaint d'être mal utilisé. Certains parlent d'un vestiaire fracturé. Les premiers doutes s'installent. Malgré tout, en 2020, Gasset rebondit à Bordeaux. Il hérite d'un club en crise financière, miné par les querelles internes. Fidèle à lui-même, il impose sa discipline. Les entraînements deviennent plus intenses, les sanctions plus strictes. Il tente de rétablir une hiérarchie ferme, mais le vestiaire, jeune et instable, lui résiste. Albert Ellis, joueur clé, est mis à l'écart sans explication publique. La famille du joueur accuse l'entraîneur de détruire la carrière d'un homme. En parallèle, Paulo Sousa, prédécesseur de Gasset à Bordeaux, critique publiquement la direction prise par le club depuis son départ. Sans le nommer, il accuse son successeur d'avoir aggravé les fractures existantes. Les médias commencent à parler de Gasset comme d'un homme dépassé par son époque. Et pourtant, en 2022, une dernière chance s'offre à lui. À presque 70 ans, Jean-Louis Gasset est nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est un pari risqué. Il prend les rênes d'un effectif talentueux, mais divisé, dans un pays passionné de football et exigeant envers ses entraîneurs. Pour beaucoup, cette nomination est une énigme, mais pour Gasset, c'est l'occasion de prouver qu'il peut encore mener une équipe au sommet. Les premiers matchs sont encourageants. Il impose une discipline de fer, restructure le staff, écarte certains cadres qu'il juge trop instables. Parmi eux, Wabi Kazri, un des milieux les plus influents, qui vit très mal sa mise à l'écart. Rapidement, la presse locale évoque un vestiaire en guerre froide. Les critiques montent. Mais Jean-Louis Gasset, fidèle à sa ligne, reste inflexible. Il pense que la rigueur finit toujours par payer. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette dernière aventure, censée être son chant du cygne glorieux, va bientôt virer au cauchemar, et que cette fois, il ne pourra plus accuser les joueurs ni les dirigeants. Dès son arrivée à la tête des éléphants, Jean-Louis Gasset impose une méthode qui lui est propre. Il veut un groupe discipliné, concentré et hermétique aux influences extérieures. Il exige que les téléphones soient éteints pendant les repas, que les joueurs arrivent à l'heure exacte aux entraînements, que chaque détail soit respecté à la lettre. Pour certains, c'est un retour à une rigueur nécessaire. Pour d'autres, c'est une régression inquiétante. Dans les premiers mois, ces règles ne suscitent que des murmures. Mais à l'approche de la CAN 2024, la tension devient palpable. Certains cadres de l'équipe commencent à exprimer en privé leur désaccord. Seko Fofana, un des milieux les plus influents, se retrouve souvent sur le banc sans explication claire. D'autres, comme Serge Aurier, évoquent en coulisses une ambiance pesante, presque militaire. La presse ivoirienne, bien que encore prudente, note un malaise grandissant. Un incident passe presque imperçu. Lors d'un match amical contre le Mali, un joueur refuse de serrer la main de Gasset à la sortie du terrain. L'image est captée, mais peu diffusée. Officiellement, il s'agit d'un malentendu. Officieusement, c'est un premier signal. Les joueurs ne suivent plus aveuglément leur sélectionneur. Dans une interview accordée à un média local, l'ancien capitaine Didier Zokora laisse échapper une remarque troublante. Cette génération a besoin d'un coach qui écoute autant qu'il commande. Sans nommer Gasset, le message est clair. Il y a un décalage entre l'homme et son époque. En France, certains journalistes spécialisés s'interrogent. Pourquoi Gasset, pourtant éloigné des réalités africaines depuis toujours, a-t-il été choisi pour ce poste aussi stratégique ? Jean-Michel Aulins, influent dirigeant lyonnais, relance le débat sur la pertinence de son style en 2024. Jean-Louis est un homme de valeur, mais pas forcément un homme d'avenir. Dans les couloirs de la fédération ivoirienne, l'agacement monte. Le président fédéral aurait convoqué Gasset en huis clos pour l'alerter sur la fronde interne. Mais le technicien français reste droit dans ses bottes. Il n'envisage aucun compromis. Des rumeurs apparaissent dans la presse. Plusieurs joueurs majeurs auraient demandé le départ du sélectionneur avant le début du tournoi. Un journaliste ivoirien écrit même que certains agents poussent en coulisses pour faire pression sur la fédération. Pourtant, aucune confirmation officielle ne filtre. Tout est flou. Mais les regards changent. Lors de la préparation de la CAN, un entraînement est annulé à la dernière minute. Gasset évoque un problème logistique, mais un membre du staff, sous anonymat, parle d'une dispute violente entre le coach et deux joueurs influents. Les noms ne sont pas dévoilés, mais l'affaire marque une fracture. Alors que le tournoi approche, une question grandit dans l'esprit des observateurs. Jean-Louis Gasset est-il encore l'homme de la situation ou devient-il peu à peu un problème à résoudre ? La machine semble grincer, mais à l'extérieur, l'image reste contrôlée. Officiellement, l'équipe est unie,
officieusement, elle est fracturée. Et le nom de Jean-Louis Gasset, autrefois synonyme de rigueur et d'expérience, devient un mot tabou dans certaines conversations de vestiaire. Le 13 janvier 2024, la Côte d'Ivoire entre en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays accueille le tournoi, les stades sont pleins, la pression est immense. Tous les regards se tournent vers Jean-Louis Gasset, censé incarner l'expérience, la stabilité, la victoire. Pourtant, dès le premier match, l'atmosphère est pesante. Face à la Guinée-Bissau, les éléphants s'imposent péniblement 2-0, mais le jeu est brouillon. Gasset serre les poings sur le banc, s'agace contre ses adjoints. La conférence de presse d'après-match est glaciale. Il esquive les questions sur les choix de composition. Lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi Seko Fofana n'a pas joué, il répond sèchement « Je sélectionne ceux qui respectent le projet ». Le deuxième match contre le Nigeria vire au cauchemar. Une défaite 0-1, à domicile. Mais ce n'est pas tant le score qui choque que l'attitude des joueurs. Absents, démobilisés, comme déconnectés. La presse ivoirienne s'enflamme. Le mot démission commence à apparaître dans les tribunes. Sur les plateaux télé, d'anciens internationaux réclament un électrochoc. À l'hôtel de l'équipe, l'ambiance devient irrespirable. Certains joueurs refusent de manger à la même table que le staff. Une rumeur se répand. Plusieurs cadres ont demandé à la fédération de changer d'entraîneur avant le dernier match de poule. Jean-Louis Gasset, selon un témoin, aurait eu une altercation verbale violente avec un joueur titulaire. Un proche du sélectionneur confiera plus tard « Jean-Louis s'est senti trahi. Il a compris qu'il avait perdu le vestiaire. » Le 22 janvier, après une nouvelle défaite humiliante face à la Guinée équatoriale, 0-4, la décision tombe. Gasset est démis de ses fonctions. En plein tournoi, un séisme. Jamais dans l'histoire récente de la CAN, un sélectionneur du pays hôte n'avait été remercié de manière aussi brutale. La réaction médiatique est immédiate. En Côte d'Ivoire, la presse parle d'humiliation nationale. En France, certains éditorialistes défendent Gasset, évoquant une fédération trop instable, des joueurs capricieux. Mais d'autres sont plus tranchants. Sur les antennes de RMC, un consultant lâche. On a confié une Formule 1 à un chauffeur de 4 litres. L'image de Jean-Louis Gasset se fissure violemment. Le sage, le bâtisseur, devient l'obstacle. Mais le plus cruel reste à venir. À la surprise générale, la Côte d'Ivoire est repêchée en 8e de finale comme meilleure 3e. Sous les ordres du nouvel entraîneur intérimaire, Emers Faé, l'équipe retrouve une seconde jeunesse. Elle élimine le Sénégal au tir au but, puis bat le Mali, puis la RDC. En finale, elle triomphe du Nigeria. La boucle est bouclée. Le soir du sacre, les réseaux sociaux s'enflamment. Des montages circulent. D'un côté, les joueurs célébrant avec le trophée, de l'autre, Jean-Louis Gasset, seul, dans les tribunes ou dans une posture d'isolement. Aucun joueur ne lui rend hommage, aucun mot de la fédération. Silence absolu. Un tweet devient viral. Gasset a quitté la pièce et la lumière s'est allumée. Dans les jours qui suivent, Jean-Louis Gasset n'accorde aucune interview. Il disparaît des radars. Selon l'équipe, il refuse toutes les demandes des médias. Un proche explique « Il est anéanti. Il pense qu'il a été sacrifié pour redonner de l'élan à l'équipe. » Le coup est rude, d'autant plus qu'en quelques semaines, l'histoire s'écrit sans lui. Les joueurs héros du sacre deviennent des icônes. Emers Faé est salué comme le symbole d'une nouvelle génération. Jean-Louis Gasset, lui, est relégué au rang de note de bas de page. Oublié. Pour un homme qui avait bâti sa vie sur la maîtrise, le contrôle, la loyauté, la réalité est brutale. Il ne contrôlait plus rien, ni les résultats, ni le vestiaire, ni même son propre héritage. 2 mois après la fin de la CAN 2024, Jean-Louis Gasset accepte enfin de sortir du silence. Il choisit une émission de radio confidentielle, loin des grands plateaux télé. La voix est calme, mais marquée. Dès les premières minutes, il lâche une phrase qui résonne comme un aveu. « J'aurais peut-être dû dire non dès le départ. » Le journaliste insiste. Pourquoi a-t-il accepté de prendre la tête des éléphants dans un contexte aussi instable? Gasset sourit tristement. Parce qu'on croit toujours qu'on peut sauver ce qui est en train de couler.
J'ai cru que mon expérience suffirait. Il reconnaît que le groupe ne l'a jamais vraiment accepté. Il parle de regards fuyants, de tensions non dites, de silence pesant. Mais il nie avoir été autoritaire. Il dit avoir voulu imposer un cadre, une structure. Dans ce genre d'équipe, il faut trancher, et quand on tranche, on se fait des ennemis. Puis il s'arrête. Long silence. Et là, pour la première fois, il avoue quelque chose que personne n'attendait. En vérité, je savais que ce n'était plus ma place. Gasset raconte qu'avant même le début du tournoi, il avait proposé à la fédération de démissionner. Il sentait que le lien avec les joueurs n'existait pas. Mais on l'a convaincu de rester, par respect, dit-il, mais aussi par fierté. Il voulait encore y croire. Le journaliste évoque la victoire sans lui. La réaction de Gasset est douce amère. « J'ai été heureux pour eux, vraiment. Mais vous imaginez ce que ça fait de voir une équipe réussir juste après votre départ? Ça vous brise. » Il parle aussi de la solitude, du vide après l'éviction, des nuits sans sommeil, des appels qu'on ne reçoit plus. Il confesse avoir songé à tout arrêter, à s'effacer du monde du football. « J'ai vécu cette élimination comme un deuil, pas d'une compétition, d'une vocation. » Mais il refuse de blâmer les joueurs. Il dit comprendre leurs besoins de liberté, d'énergie nouvelle. Il dit que le football moderne a changé et que peut-être lui n'a pas su changer avec. Je viens d'un autre temps, un temps où l'on baissait la tête et on courait. Aujourd'hui, il faut convaincre, dialoguer, séduire. Ce n'est pas de ma nature. Ces paroles ne sont pas celles d'un homme amer, mais d'un homme lucide. Gasset n'accuse plus, il explique, il se dévoile. Et dans cette confession tardive, il y a quelque chose de poignant, la reconnaissance de ses propres limites, le courage d'admettre que l'on n'est plus en phase avec son époque. Mais une zone d'ombre remarque. Quand le journaliste lui demande s'il referait les mêmes choix, Jean-Louis Gasset hésite, puis murmure « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été fidèle à moi-même. Et peut-être que c'était là mon erreur. » Depuis cet entretien, Jean-Louis Gasset n'est plus réapparu publiquement. Il vit reclus, selon certaines sources, dans sa maison familiale de Montpellier, là où tout avait commencé. Plus d'émissions, plus de terrain, plus d'interviews, juste le silence. Celui d'un homme qui a tout donné à un métier et qui l'a quitté sans applaudissements. Sa carrière, pourtant, avait tout d'un roman. L'enfant discret devenu stratège, l'adjoint fidèle devenu leader, l'entraîneur respecté devenu homme de trop. Chaque étape, chaque club, chaque vestiaire semble aujourd'hui renvoyer à une seule vérité, celle d'un homme qui n'a jamais su composer avec l'imprévisible, un homme de système dans un monde d'instinct. Son histoire laisse une impression étrange, ni totalement tragique, ni complètement injuste, plutôt une lente déconnexion, une perte de lien, non pas avec le football, mais avec son évolution. Là où d'autres se réinventent, Jean-Louis Gasset a choisi de rester fidèle à sa méthode, jusqu'au bout. Mais cette fidélité-là, était-elle une force ou une prison? Était-ce du courage ou une forme d'orgueil silencieux? Le débat reste ouvert. Car derrière cette fin de parcours sans gloire, il y a aussi une leçon amère pour tous ceux qui refusent de s'adapter. Dans le football, comme dans la vie, même les plus loyaux peuvent devenir encombrants quand le monde change trop vite autour d'eux. Et tandis que les projecteurs se braquent déjà sur d'autres visages, plus jeunes, plus neufs, on peut se demander « Qu'adviendra-t-il des hommes comme Jean-Louis Gasset, bâtisseurs patients mais inadaptés au vacarme moderne? Auront-ils encore leur place ou seront-ils simplement effacés de la mémoire collective ?»